Le 14 janvier 1888, le thermomètre dégringola jusqu'à atteindre les moins 42 degrés Celsius à travers toute la région du Haut-Doubs. Des rafales d'une violence inouïe hurlaient avec une telle férocité qu'elles parvenaient à arracher les clous en fer forgé directement des façades en bois. Le bétail périssait gelé à l'intérieur même de ses propres étables. Même les gaillards les plus robustes de la contrée laissaient échapper des larmes de pure impuissance en voyant leurs proches trembler frénétiquement sous une douzaine de courtes pointes humides et imprégnées d'eau. Pourtant, dans une modeste ferme nichée juste à l'est de Val-de-Mout, à l'intérieur d'une cabane discrète dont la cheminée laissait échapper une fumée régulière, une veuve de 52 ans nommée Marguerite Lemaire dormait à poing fermé sous une simple couverture en laine. Le feu de son âtre rougeoyait de manière constante et vigoureuse. Son bois de chauffage était sec, d'une sécheresse absolument irréprochable. Pendant ce temps, à l'extérieur, ses mêmes voisins qui s'étaient moqués de sa folie apparente quelques mois plus tôt tambourinèrent désormais à sa porte avec des phalanges gelées, implorant une part de ce salut qu'elle avait façonné de ses propres mains. Cependant, pour bien comprendre comment une veuve sans instruction a pu se métamorphoser en la sauveuse d'un village entier, il nous faut remonter à l'automne 1887, date à laquelle toute cette épreuve a véritablement commencé. Le mois de septembre avait apporté avec lui ses promesses dorées habituelles. Cela faisait à peine 3 mois que Marguerite Lemaire s'était retrouvée veuve. Son défunt mari, Henri, avait succombé à une pneumonie après avoir trimé sous une pluie glaciale pour réparer la toiture de la grange. Il avait quitté ce monde en laissant derrière lui une ardoise de près de 450 francs à la banque, 4 hectares de terres en friche, ainsi qu'une bicoque en rondin qui gémissait sous le poids de chaque bourrasque. Les 2 fils de Marguerite étaient déjà partis vers l'ouest des Amériques, poursuivant le rêve de faire fortune dans la ruée vers l'or. Elle se retrouvait donc livrée totalement à elle-même. La malheureuse ne faisait face qu'à 2 options, liquider ses maigres biens et déménager à Besançon pour vivre avec sa sœur, ou tenir bon sur ses terres et affronter l'hiver menaçant. Les hivers impitoyables du Haut-Doubs n'accordaient aucune clémence aux êtres fragiles. Chaque habitant de la région était parfaitement au courant de cette réalité. De plus, une femme isolée, dépourvue d'époux, d'une progéniture robuste ou de ressources financières, était considérée comme vivant, sur du temps emprunté avant de finir par mourir de froid. Néanmoins, Marguerite se remémora un souvenir bien précis. Il s'agissait d'un récit que son grand-père, le vieux Léonard, avait l'habitude de raconter pendant son enfance passée dans les Alpes suisses. L'ancien Léonard avait survécu jusqu'à l'âge vénérable de 92 ans, tout en haut des sommets escarpés, là où la saison des glaces s'éternisait pendant 8 bons mois et où la lumière du jour disparaissait presque complètement. Il lui avait dépeint avec force détails d'anciennes caves souterraines creusées profondément dans la terre, employées pour stocker non seulement des vivres, mais aussi le bois de chauffage. La terre, croassait souvent Léonard de sa voix rocailleuse, ne gèle tout simplement jamais au-delà d'une profondeur d'environ 1 mètre. Par ailleurs, si l'on entrepose les bûches sous la surface, à l'intérieur d'une cavité bien aérée mais protégée, elles n'absorberont jamais l'humidité de l'atmosphère glaciale. Le bois détrempé refuse catégoriquement de s'enflammer. Le petit bois mouillé ne fait que générer une fumée épaisse, consume 2 fois plus de matière et finit par laisser une maisonnée frigorifiée et recouverte d'une suie noirâtre. À l'inverse, du bois bien sec, préservé tel un trésor enfoui, brûle d'une flamme pure, dégageant une chaleur torride et d'une régularité implacable. Par conséquent, Marguerite prit la ferme décision de creuser une cave à bois. Il ne s'agissait pas de bâtir un sous-sol habitable ni un abri contre les tempêtes comme ceux que les gens érigeaient parfois, mais plutôt un caveau souterrain conçu exclusivement pour garder son unique ressource de survie impeccablement sèche tout au long des mois glaciaux et meurtriers. Elle était pleinement consciente que les habitants du coin ne comprendraient pas son raisonnement. Elle s'attendait tout à fait à ce qu'ils se moquent d'elle. Pourtant, Henri avait péri précisément parce qu'il avait été trempé jusqu'aux os. Elle refusait catégoriquement de mourir par manque de chaleur. Le tout premier individu à découvrir son projet fut Thomas Beaulieu, le négociant le plus fortuné de tout Val-de-Mout. Thomas était l'heureux propriétaire de l'épicerie du village, de quelques maisons en location, ainsi que d'une écurie très animée abritant une douzaine de chevaux. Lorsque Marguerite lui demanda d'emprunter une pelle robuste ainsi qu'une brouette, l'homme s'enquit naturellement de l'usage qu'elle comptait en faire. Elle lui fournit une réponse des plus honnêtes. Beaulieu resta muet comme une tombe pendant une brève seconde avant d'éclater d'un rire si tonitruant qu'il fit trembler les bocaux en verre posés sur ses comptoirs. « Ma bonne dame !» s'esclaffa-t-il. C'est de loin l'idée la plus absurde dont j'ai entendu parler au cours de ces 2 dernières décennies. Le bois de chauffage s'entrepose dans une remise digne de ce nom, empilé soigneusement contre le mur exposé au sud. Toute personne dotée de bon sens sait cela.
Avez-vous véritablement l'intention d'enterrer vos bûches dans la terre comme un vulgaire cadavre en putréfaction? Marguerite n'offrit pas la moindre réplique. Elle se contenta de saisir les outils demandés et de lui remettre les quelques centimes de location. Le sceptique suivant sur la liste fut l'abbé Augustin Mercier, un homme de forte carrure qui dirigeait la petite église de pierre située en plein cœur de la commune. Augustin rendit visite à Marguerite environ une semaine plus tard, juste au moment où elle avait déjà creusé près d'1 mètre de profondeur dans le terrain argileux situé à l'arrière de sa bicoque. « Ma fille, annonça-t-il d'une voix de baryton profonde, j'ai entendu des rumeurs pour le moins inquiétantes. Les bruits qui courent au village affirment que vous êtes en train de creuser une caverne. Les tanières sont destinées aux bêtes sauvages et certainement pas aux bons chrétiens craignant Dieu. Le Tout-Puissant nous a bénis avec la lumière du jour et l'intelligence nécessaire pour bâtir des édifices respectables. Pourquoi vous obstinez-vous à fouir la boue telle une taupe aveugle ?» Marguerite épousseta simplement la boue séchée de sa jupe et rétorqua d'un ton égal. « Mon père, le Seigneur m'a également pourvu d'un esprit fonctionnel et de 2 mains tout à fait capables. Si je manquais de m'en servir, il me jugerait assurément pour avoir gaspillé ses dons. » L'abbé fronça sévèrement les sourcils, marmonna une prière rapide en latin et s'éloigna en secouant la tête avec consternation. Le 3e opposant déclaré s'avéra être le capitaine Jean Moreau, un vétéran grisonnant de la guerre de 70 qui avait enduré avec succès 3 hivers rudes dans la région et se considérait donc comme l'autorité suprême en matière de survie extrême. Moreau passait ses après-midi à l'auberge locale, racontant des balivernes sur la façon dont il avait, à lui seul, empêché toute sa section de mourir de froid en appliquant des manœuvres tactiques militaires. Lorsqu'il eut vent de la curieuse entreprise de Marguerite, il marcha d'un pas décidé jusqu'à son lopin de terre, planta ses bottes au bord du gouffre et cracha un jet de tabac à chiquer directement dans la cavité. « Ma petite dame, déclara-t-il avec un mépris palpable, j'ai vu des gaillards bien plus coriaces que vous tomber raide mort à cause de stratagèmes totalement idiots. Cette tranchée ne vaut pratiquement rien. Le sol va se transformer en véritable marécage dès l'arrivée du dégel printanier. Les racines des arbres fracasseront n'importe quel toit chétif que vous tenterez de poser par-dessus. Et même si, par un quelconque miracle, la structure tient bon, la vermine et les vipères transformeront rapidement votre précieux bois en un véritable nid de reproduction. » Marguerite le fixa droit dans les yeux et affirma platement « Alors je suppose qu'il me faudra simplement la construire correctement. » Moreau lâcha un gloussement amer et s'éloigna en paradant. Pourtant, Marguerite ne s'esquintait pas la santé pour faire changer d'avis qui que ce soit. Elle trimait uniquement dans le but de rester en vie. De plus, dans la culture ancestrale de ses aïeux, la vanité était considérée comme une indulgence luxueuse réservée exclusivement à l'élite fortunée. Les nécessiteux, les gens modestes, ceux qui comprenaient véritablement la douleur glaciale de l'hiver, reconnaissaient que le seul verdict ayant un réel poids appartenait à Mère Nature. Et le monde naturel, glacial et totalement apathique, ne pardonnait jamais la moindre arrogance. Si vous pensez par hasard que la sagacité de nos aînés a bien plus de valeur que l'ego de la société moderne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement de cette chaîne. Nous œuvrons activement à sauver ces récits historiques, même que le passage du temps a tenté d'effacer. La veuve continua de creuser pendant 18 jours d'affilée. Chaque matin, bien avant le lever du jour, elle nouait ses cheveux en un chignon strict, enfilait les pantalons usés d'Henri et descendait dans le cratère armé de sa bêche. Le sol du Haut-Doubs s'avéra être incroyablement impitoyable. Les 50 premiers centimètres consistaient en une argile poisseuse qui s'accrochait à sa lame de fer, un peu comme une épaisse pâte à pain. Après cette couche venait un lit de gravier lourdement mélangé à des pierres de rivière de la taille d'un poing. Lorsqu'elle atteignit environ 1,50 m de profondeur, la terre passa à une teinte plus sombre, frôlant le noir d'encre, retenant l'humidité tout en demeurant très compacte. Ce terrain spécifique représentait la couche exacte qui était réputée pour ne jamais geler. C'était cette terre-là que ses ancêtres comprenaient intimement. Son plan demeurait rudimentaire mais extrêmement précis. Il prenait une forme rectangulaire mesurant 3 mètres de long sur environ 2 mètres de large, creusé tout droit jusqu'à une profondeur d'approximativement 2 mètres. Descendre plus bas était hors de question, étant donné qu'elle devait hisser le bois de haut en bas sans se fier à un système de poulies compliqué. Élargir la fosse était tout aussi impossible car la structure du toit devait supporter la lourde charge de la terre située au-dessus sans s'effondrer. Marguerite avait soigneusement étudié les croquis de son grand-père, qui étaient essentiellement des gribouillages sommaires gravés dans les marges d'une vieille Bible ancestrale qu'elle avait rapportée depuis les Alpes. Elle saisissait parfaitement que la véritable astuce ne résidait pas simplement dans la profondeur du trou, mais plutôt dans une circulation de l'air hautement régulée et une bonne isolation thermique.
Une fois la phase d'excavation achevée, elle entreprit d'ériger les limites intérieures. Manquant de fonds pour s'offrir des briques dignes de ce nom, elle utilisa tout ce qui lui tombait sous la main. Des rondins de peuplier d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, débités en segments de 2 mètres et plantés directement dans la terre, un peu à la manière d'une palissade défensive. Elle colmata ensuite les interstices coincés entre ces poutres en utilisant une mixture composée d'argile brute, d'herbes sèches de la prairie et de fumier de cheval. Ce composé spécifique finit par durcir jusqu'à devenir aussi solide que du béton, rendant les parois entièrement imperméables. Elle avait appris cette méthode pratique d'une famille de gitans espagnols qui avaient traversé Val-de-Mout des années auparavant tout en construisant des enclos à bétail. Ces gens-là appelaient ce mélange visqueux le torchis rustique. Cela s'est avéré redoutablement efficace. La réalisation de la toiture s'avéra être l'étape la plus éreintante. Marguerite abattit 6 solides poutres d'épicéa, mesurant chacune une dizaine de centimètres d'épaisseur et s'étirant sur près de 4 mètres de long. Elle les traîna une par une depuis le bois voisin, solidement attachées à sa taille par une corde épaisse, avançant péniblement pliée en deux tel un bœuf de trait. La veuve disposa ses lourds chevrons en travers de la fosse rectangulaire, en les espaçant d'environ 40 centimètres les uns des autres. Juste au-dessus de ces supports, elle arrangea une couche touffue de brindilles et de branches étroitement entrelacées. Directement sur ce lit de branchage, elle déroula une vieille bâche en toile usée qui avait autrefois servi de couverture pour le chariot d'Henri. Enfin, pour couronner la toile, elle entassa environ 50 centimètres de terre meuble et de mottes de gazon épaisse. Le fardeau total était absolument colossal, mais, comme il était réparti de manière uniforme, les rondins d'épicéa tinrent bon sans émettre le moindre craquement. L'élément le plus crucial de tous, cependant, restait la circulation de l'air. En l'absence d'une ventilation adéquate, l'humidité allait inévitablement s'accumuler, entraînant la pourriture fulgurante du bois. D'un autre côté, des courants d'air excessifs ne feraient qu'inviter le froid glacial et la neige poudreuse à s'infiltrer. Pour remédier à ce problème, Marguerite bricola une paire de conduits de ventilation en tôle, récupérés sur un vieux silo à grains abandonné. Elle positionna un tuyau à chaque extrémité de l'abri souterrain, les laissant dépasser d'environ 30 centimètres au-dessus de la surface de la cour. Ces cylindres étaient équipés de clapets ajustables qu'elle pouvait facilement manipuler depuis l'extérieur à l'aide d'une longue perche en bois. Chaque fois que la brise extérieure était vive et sèche, elle laissait les couvercles grands ouverts. Si une tempête de neige ou une forte averse menaçait, elle s'empressait de les fermer à moitié. La lente circulation du courant d'air hivernal, sec et glacial, permettait d'évacuer méthodiquement la moindre trace d'humidité persistante, tout cela sans jamais parvenir à geler le tas de bûches. L'accès principal consistait en une trappe en bois renforcée, munie de lourdes charnières en fer forgé, facilement atteignables directement depuis l'extérieur de sa chaumière. Elle avait d'ailleurs creusé un court couloir d'accès, s'étendant sur environ 1 mètre de long, entièrement équipé de marches robustes en pierre. Un simple cadenas sécurisait l'écoutille, non pas par crainte des voleurs locaux, mais strictement dans le but d'empêcher les bêtes errantes de forcer l'ouverture. La dépense totale pour ériger cette structure s'éleva très précisément à 75 francs de l'époque. Marguerite tenait des comptes d'une rigueur implacable à l'intérieur d'un petit carnet. Elle nota 42 francs pour les lourdes charnières, le mécanisme de verrouillage et une boîte de clous en fer. La location des outils lui coûta exactement 15 francs. 13 autres francs furent consacrés à une cruche d'huile de lin, qu'elle appliqua généreusement pour imperméabiliser les poutres du toit. Absolument tous les autres aspects de ce chantier ne furent que sueur, ingéniosité et pur investissement en temps. Pendant que la veuve s'affairait à assembler son caveau souterrain, ses concitoyens préparaient activement leurs propres aménagements pour les froids à venir. Le riche Thomas Beaulieu prit les devants et embaucha un trio d'ouvriers pour construire une toute nouvelle remise à bois juste à côté de sa résidence principale. La dépendance qui en résulta arborait un bardage peint en rouge carmin, un toit fortement incliné recouvert de bardeaux expédiés depuis les scieries de la plaine, et d'authentiques fenêtres vitrées afin qu'il puisse surveiller sa réserve de combustible depuis le confort douillet de son salon. La facture finale atteignit la somme astronomique de 600 francs. Thomas rayonnait d'une fierté absolue. Il clamait haut et fort que son cabanon de luxe constituait la preuve irréfutable qu'une civilisation raffinée pouvait s'épanouir au milieu d'une nature sauvage. Pendant ce temps, l'abbé Augustin Mercier choisit simplement d'entasser son bois fendu en un monticule imposant pressé contre la façade sud de sa demeure, le tout entièrement recouvert d'une épaisse toile de chanvre maintenue en place par de lourdes pierres des champs. Cela représentait l'approche conventionnelle. La routine exacte que tout le monde suivait, la méthode éprouvée et essentiellement bénie par d'innombrables générations de paysans européens.
Pourquoi s'embêter à bricoler des innovations quand les coutumes ancestrales étaient censées parfaitement tenir la route? Restant totalement fidèle à son esprit tactique rigide, le capitaine Moreau élabora ce qu'il baptisa un système de rotation des combustibles. Il établit 3 piles de bois distinctes, positionnées à différents endroits de sa propriété, équipant chacune d'entre elles de sa propre bâche individuelle. Sa théorie fondamentale reposait sur le fait que si l'un des tas venait à être trempé, il pourrait perpétuellement s'appuyer sur 2 solides réserves de secours. La stratégie paraissait hautement logique, merveilleusement organisée et en fin de compte complètement inutile, une réalité qu'il était destiné à découvrir très prochainement. Tout au long de ces semaines éreintantes de travail manuel, Marguerite parvint à perdre près de 7 kilos. Ses paumes développèrent des callosités d'une telle épaisseur qu'elle pouvait littéralement empoigner une branche de ronce épineuse sans ressentir la moindre once de douleur. Sa colonne vertébrale la faisait atrocement souffrir chaque soir, mais elle soulageait continuellement ses courbatures en se frictionnant avec un onguent aux herbes, concocté à partir de racines de gingembre écrasées et de graisse d'oie fondue. Représentant encore un autre remède transmis par sa grand-mère, elle se contentait d'à peine 5 heures de sommeil, se réveillant complètement ankylosée, mais poursuivait obstinément ses corvées malgré tout. Naturellement, des éclairs de profonde hésitation finissaient par s'infiltrer. Un soir, alors qu'elle se reposait au bord de son cratère entièrement achevé, les yeux rivés sur les constellations d'octobre, Marguerite se surprit à se demander si les villageois n'avaient pas eu raison depuis le début. Peut-être que toute cette entreprise relevait véritablement de la folie pure. Peut-être gaspillait-elle stupidement sa précieuse énergie pour une structure de fortune qui allait s'effondrer dès l'instant où le premier blizzard frapperait. Mais ensuite, le souvenir vivace de la sagesse du vieux Léonard résonna en elle. « La terre ne trompe jamais personne, Marguerite. Ce sont les êtres humains qui profèrent des mensonges, les modes passagères sont pleines de fausseté. Cependant, la terre pure, la physique brute, la mécanique exacte de la façon dont la chaleur voyage et dont l'humidité se transforme en glace, ces éléments demeurent indéniablement véridiques. Place ta confiance absolue dans le sol sous tes pieds. Une fois le mois d'octobre achevé, Marguerite remplit entièrement sa cave souterraine avec ses bûches. Elle avait consacré la totalité du mois de septembre à abattre du bois mort dans les forêts avoisinantes, récoltant principalement du chêne robuste et du peuplier. La veuve les tronçonna en sections nettes de 40 cm, les fendit proprement à l'aide d'une lourde hache et laissa les morceaux cuire sous les rayons du soleil pendant 3 bonnes semaines. Par la suite, en utilisant cette brouette empruntée, elle transporta chaque lot directement jusqu'à sa fosse. Elle descendait prudemment ses marches rocailleuses, empilait méticuleusement le bois fendu contre les parois de terre, en gardant intentionnellement la zone centrale totalement dégagée pour permettre à la brise de circuler. Remplir la chambre à ras-bord finit par engloutir une semaine entière de son temps. Lorsqu'elle acheva cette tâche éreintante, elle possédait une réserve de combustible suffisante pour garantir une chaleur ininterrompue pendant environ 4 mois pleins. Elle verrouilla fermement la lourde trappe. La veuve pivota ses clapets de ventilation en fer-blanc jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à mi-ouverture. Et puis, elle attendit simplement son heure. Novembre débarqua, apportant avec lui des gelées précoces. Les premiers flocons de neige tombèrent le 6 du mois, légers et presque purement décoratifs. Les gamins s'ébattaient dans la poudreuse fraîche. Les femmes du village s'affairaient à préparer les conserves. Les maris revérifiaient leur conduit de cheminée et leur hangar de stockage. Tout semblait parfaitement ordinaire. Pourtant les anciens, ces gens chevronnés qui avaient enduré 40 ou 50 saisons glaciales dans ces contrées, plissaient simplement les yeux vers le ciel et gardaient le silence. Il y avait une sensation distincte et singulière dans l'atmosphère. Un calme inquiétant planait aux alentours. Les volées d'oiseaux avaient dû migrer vers le sud 2 bonnes semaines avant leur calendrier habituel. On pouvait entendre les loups hurler nettement plus près du village. Mère Nature était intimement consciente d'un secret que l'humanité n'avait pas encore saisi. La première vague de gel, véritable de celle qui transit les eaux, frappa le 22 novembre. En l'espace d'une nuit, le thermomètre plongea aux alentours de -15 degrés Celsius. Le négociant Thomas Beaulieu alluma son tout nouveau poêle en fonte, fraîchement livré de Lyon, pour s'apercevoir que les bûches rangées dans sa magnifique cabane neuve étaient complètement détrempées. Certes, la structure était pourvue de vitres, mais ces mêmes fenêtres avaient activement invité les courants d'air humide de l'automne à s'engouffrer à l'intérieur. Le bois brut avait absorbé l'humidité un peu comme une éponge sèche. Une fois qu'il balança les morceaux dans le foyer, ils produisirent de beaucoup plus de fumée épaisse que de véritable chaleur. Toute sa maisonnée toussait et crachait ses poumons. Les yeux de chacun larmoyaient continuellement. Thomas fut contraint d'entrebâiller les fenêtres juste pour aérer la pièce, ce qui, bien entendu, laissa le froid glacial s'engouffrer directement. C'était une bataille perdue d'avance.
Il finit par brûler le double de la quantité de combustible prévue, simplement pour maintenir une température intérieure à peine acceptable. L'abbé Augustin Mercier découvrit rapidement que sa pile de bois classique, malgré l'épaisse bâche en toile, avait également été compromise. La neige poussée par le vent avait réussi à se faufiler pile entre la couverture de tissu et les bûches. La légère chaleur diurne faisait fondre cette poudreuse, permettant à l'eau de ruissellement de s'infiltrer à travers la pile, puis tout ce gâchis gelait massivement une fois la nuit tombée. Sa réserve n'était pas seulement humide, elle était essentiellement emprisonnée dans la glace. Chaque fois qu'il tentait de fendre une bûche, il trouvait des cristaux gelés incrustés profondément dans les fibres du bois. Cela prenait feu de manière catastrophique, produisant un flot incessant de suie noire comme le charbon. Augustin développa une mauvaise toux. C'était un raclement sec, implacable, qui semblait s'aggraver inexorablement soir après soir. Le capitaine Moreau, s'en remettant à son ingénieux système à 3 tas, se heurta de plein fouet à un obstacle complètement différent. L'une de ces piles se trouvait dans une légère cuvette où les eaux de fonte s'accumulaient si naturellement. Elle fut rendue totalement inutilisable. Le second amas subit de plein fouet les rafales du nord, qui soufflèrent avec une telle violence qu'elles arrachèrent purement et simplement la bâche et éparpillèrent les lourdes bûches sur l'ensemble de son terrain. Le troisième monticule, son ultime recours, demeura en bon état, mais il ne représentait qu'à peine un tiers du combustible dont il avait réellement besoin pour survivre à la saison entière. Le grand Moreau, le vétéran endurci qui avait bravé 3 hivers féroces et s'était ouvertement moqué des villageois, en était soudainement réduit à rationner son bois à la manière d'un avare cupide comptant ses sous. Pendant tout ce temps, dans la ferme de Marguerite, le feu de la cheminée flamboyait à la perfection. Chaque après-midi, juste avant la tombée du jour, la veuve basculait la trappe de sa cave. Le courant d'air qui remontait paraissait glacial, mais il était remarquablement sec. Elle descendait ses marches de pierre munie de sa lanterne à pétrole, son bois débité reposait exactement de la manière dont elle l'avait rangé, sec comme un os au toucher, dépourvu du moindre givre, totalement exempt de moisissure, sans la plus infime odeur de renfermé. Elle ramassait 6 ou 7 belles pièces, les remontait à la surface dans un panier en osier tressé, verrouillait les coutilles et s'en allait alimenter son poêle. Le bois desséché brûlait avec une flamme éclatante, bleue et jaune, se consumant de façon incroyablement propre et sans dégager la moindre fumée. La chaleur qui s'en dégageait était à la fois brûlante et instantanée. Marguerite maintenait aisément sa cabane à une température parfaitement douillette tout en consommant la moitié de ce que ses pères gaspillaient actuellement. Alors que le reste du village se réveillait dans des pièces asphyxiées par la suie et avec les poumons en feu, elle entamait ses matinées dans une atmosphère chaude et parfaitement respirable. Tout au début du mois de décembre, Thomas Beaulieu décida de lui rendre visite. C'était une après-midi lugubre, marquée par un ciel écrasé de nuages bas couleur ardoise. Thomas frappa à sa porte avec des jointures rendues à vif et rougies par le froid mordant. Marguerite entr'ouvrit la porte. Le marchand jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'habitation, ressentant instantanément la vague de chaleur et la qualité immaculée de l'air, et une pure stupéfaction se peignit sur ses traits. « Madame le maire, commença-t-il, son ton dépouillé de son arrogance passée, j'ai remarqué que votre cheminée ne produit presque aucune fumée. Choisissez-vous simplement de ne pas allumer de feu du tout ?» Marguerite esquissa un faible sourire poli. « J'allume un feu tous les jours, monsieur Beaulieu. C'est tout simplement que mon bois brûle purement. » Thomas fronça les sourcils. « C'est tout bonnement impossible. La moindre bûche dans tout le canton est complètement trempée cette saison. C'est tout simplement la nature de la météo actuelle. » Marguerite n'offrit absolument aucune contradiction. Beaulieu s'attarda, s'attendant à une sorte de clarification. Aucune ne lui fut donnée. Finalement, soignant son égo meurtri, il marmonna un vague au revoir et s'éloigna. Cependant, il ne put se résoudre à partir sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Et en regardant en arrière, il aperçut cette modeste trappe en bois qui affleurait au ras du sol tout près du mur de la cabane. Il repéra ses conduits d'aération en fer blanc dépassant à peine de la cour couverte de givre. Et soudainement, les rouages de son esprit commencèrent lentement à assembler les pièces du puzzle. Toutefois, la fierté d'un homme agit comme une armure incroyablement lourde. S'en dépouiller exige bien plus de bravoure que de l'enfiler en premier lieu. Thomas n'était tout simplement pas encore tout à fait prêt à le faire. Le mois de décembre se traîna un peu comme un prédateur lent et furtif. Les conditions glaciales devinrent encore plus sévères. Les heures de clarté se réduisirent jusqu'à ce que les habitants ne disposent plus que d'à peine 6 heures d'une lumière terne et grisâtre. Les maisonnets se barricadèrent à l'intérieur, jetant des bûches dans le feu, chuchotant des prières et attendant simplement que cela passe. Les enfants tombaient régulièrement malades. Les personnes âgées commencèrent à cracher des traces de sang.
Cela s'annonçait comme un hiver assez classique dans les confins du Haut-Doubs. Incroyablement rude, mais finalement surmontable. Toutefois, le pire absolu se profilait encore à l'horizon. Au cours de la messe de minuit de Noël, l'abbé Augustin Mercier prononça une déclaration publique hautement inhabituelle en plein milieu de son sermon. « Mes frères et sœurs, croassa-t-il, la voix enrouée par cette toux constante, je dois admettre ouvertement ma propre sottise. J'ai hâtivement condamné une veuve tout simplement parce qu'elle a choisi d'honorer le savoir de ses aïeux. J'ai qualifié de folie ce que je reconnais maintenant clairement comme une profonde clairvoyance. Madame le maire, si vous êtes assise parmi nous aujourd'hui, je vous implore humblement de me pardonner. » Marguerite se trouvait être assise carrément sur le banc du fond, exactement comme elle le faisait toujours. Elle offrit un bref signe de tête en guise de reconnaissance, mais elle ne prononça pas la moindre syllabe. Augustin poursuivit. « Je ne modifierai pas mes propres méthodes de stockage cette saison, principalement parce qu'il est beaucoup trop tard pour le faire. Cependant, à l'automne prochain, j'ai la ferme intention de creuser la structure exacte qu'elle a bâtie. Et j'exhorte vivement chacun d'entre vous à suivre cet exemple. » Une vague de murmures étouffés parcourut la foule assemblée, une poignée de personnes acquiescèrent, d'autres, principalement les hommes les plus têtus et vaniteux de la salle, conservèrent un silence de marbre. Le capitaine Moreau se leva carrément et sortit à grands pas de l'église, bien avant que l'office religieux ne soit terminé. Son ego ne pouvait absolument pas supporter d'entendre de grands éloges adressés à la femme même qu'il avait publiquement traitée d'idiote. Mais Mère Nature n'était pas sur le point de suspendre ses projets juste pour attendre que l'humanité règle ses querelles mesquines. Les éléments déchaînés opéraient selon leur propre emploi du temps implacable. Et le 9e jour de janvier 1888, les cieux déchaînèrent de finalement leur colère absolue. Ce matin-là débuta par un calme profondément troublant. Le thermomètre oscillait autour de -10 degrés Celsius, ce qui paraissait presque doux pour une journée de janvier. Le ciel au-dessus pendait comme une plaque d'acier gris massif, totalement dépourvue de la moindre brise. Les maris s'aventuraient dans les bois pour couper du combustible supplémentaire. Les épouses profitaient de l'accalmie pour laver le linge de maison. Les gamins se couraient après à travers les congères de neige tassée. Tout cela réunissait les éléments d'une après-midi d'hiver parfaitement ordinaire. Aux alentours de 2 heures de l'après-midi, le vent dominant tourna brusquement. Il dévala du nord, ressemblant fort au souffle glacial s'échappant des poumons d'un géant de glace. En à peine 15 minutes, la température chuta de plus de 22 degrés Celsius. En l'espace d'une seule heure, elle avait plongé de près de 40 degrés. Vers 16 heures, juste au moment où le soleil aurait dû amorcer sa descente crépusculaire, le paysage entier fut plongé dans une obscurité anormalement précoce. Ce n'était pas parce que le crépuscule s'était réellement installé, mais plutôt en raison d'un mur colossal de neige chassée et de vents destructeurs, d'une épaisseur si incroyable qu'il ressemblait à de la roche solide, engloutissant complètement la ligne d'horizon. Le tristement célèbre grand blizzard de 1888 venait officiellement de s'abattre. Les bourrasques frappèrent à une vitesse qu'aucun instrument terrestre n'aurait pu mesurer avec précision. Dans les jours qui suivirent, les survivants qui purent témoigner estimèrent que les rafales dépassaient allègrement les 100 km à l'heure. La poudreuse ne se contentait pas de tomber du ciel. Elle était projetée à l'horizontale, cinglant la chair telle de la mitraille blanche et glacée. La visibilité fut instantanément réduite à néant absolu. S'éloigner d'à peine 5 mètres du pas de sa propre porte garantissait de disparaître dans un paysage infernal aveuglant aux températures largement négatives. Ces maris qui s'étaient aventurés dans les bois pour chercher des bûches ne regagnèrent tout bonnement jamais leur foyer. Une poignée de leur corps allait être découvert des mois plus tard, figés par la glace à quelques mètres seulement de leur propre seuil, après avoir erré en cercle mortel jusqu'à leur dernier souffle. Thomas Beaulieu était en pleine gestion de son épicerie quand le grand blanc s'abattit initialement. Il verrouilla promptement les lourdes portes, barricada les fenêtres vitrées et se terra avec son épouse et ses enfants dans la réserve située à l'arrière. Le commerçant alluma son poêle en fonte et commença à le nourrir de bois. Cependant, tenter de consumer du bois gorgé d'eau au milieu d'une chute de température aussi brutale s'avéra être un effort purement vain. La chaleur ambiante à l'intérieur de la boutique s'évapora inexorablement et sans la moindre pitié. Ces petits tremblaient de tout leur corps, enfouis sous absolument toutes les courtes pointes que la famille possédait. Sa femme pleurait sans émettre le moindre son. Thomas jetait obstinément morceau sur morceau dans le foyer, alimentant désespérément un feu qui ne rayonnait d'à peu près aucune chaleur. Sur les coups de minuit, sa réserve de combustible avait diminué exactement de moitié, et la tempête de neige ne faisait véritablement que commencer. L'abbé Augustin Mercier se retrouva complètement isolé à l'intérieur de son presbytère, situé juste à côté de l'église. Sa vilaine toux avait rapidement dégénéré en un râle profond et violemment gras dans sa poitrine.
Il tenta désespérément d'allumer son fourneau, mais les bourrasques hurlantes à l'extérieur soufflaient avec une telle puissance colossale qu'elles provoquaient un énorme refoulement directement dans son conduit. L'épaisse fumée se retrouvait repoussée de force à l'intérieur de ses pièces de vie au lieu de s'évacuer vers l'extérieur. Augustin suffoqua et toussa jusqu'à en avoir des hauts le cœur. Il fut contraint d'étouffer les flammes dans leur totalité. Il estima que mourir de froid représentait un sort bien plus clément que de s'asphyxier avec de la suie épaisse. L'ecclésiastique s'emmitoufla dans chaque couverture qu'il put dénicher, rampa dans son lit et marmonna sans relâche le Notre Père en boucle. Le capitaine Moreau avait barricadé sa propriété à la manière d'une forteresse militaire imprenable. Il cloua d'épaisses planches de bois sur la moindre vitre. Il bourra de vieux chiffons les fissures pleines de courants d'air le long des murs. Pourtant, le détail flagrant qu'il négligea de prendre en compte fut que son toit, érigé à la va-vite par des ouvriers au rabais, allait rapidement commencer à ployer sous le poids écrasant de la poudreuse amoncelée. Vers 3 heures du matin, un fracas de bois brisé terrifiant résonna à travers la cabane. Un chevron de soutien principal se rompit net en deux. De massifs blocs de neige commencèrent immédiatement à s'engouffrer tout droit par la plaie béante de son plafond. Une gadoue glaciale, mêlée au courant d'air sous zéro, dégoulina directement sur son poêle chaud, tuant le feu sur le champ. Moreau se démena pour le ranimer, mais sa réserve restante de bûches était complètement prisonnière de la glace et ensevelie sous les congères. Le bois refusa tout simplement de prendre feu. Une panique pure et absolue frappa sa poitrine comme un véritable coup de poing. Il était là, le vétéran de guerre grisonnant, l'ultime survivant, l'expert de la nature sauvage, assis à 2 doigts de mourir de froid, au beau milieu de son propre salon. Du côté de la modeste propriété de Marguerite, le blizzard rugissant à l'extérieur sonnait fort comme un millier de démons hurlants. Néanmoins, bien à l'abri à l'intérieur, tout fonctionnait à la perfection. Elle avait minutieusement préparé toute sa cabane pour l'hiver bien avant que la première gelée ne frappe. Elle avait soigneusement calfeutré la moindre jointure, fendillée en utilisant de la boue de rivière et de la mousse séchée. Elle avait étayé ses chevrons de manière proactive avec des supports en bois supplémentaires. Ses vitres étaient protégées derrière de robustes volets en bois massif. Son entrée disposait d'une isolation contre les intempéries à double couche. Et son fourneau en fonte, continuellement alimenté par des bûches impeccablement desséchées, vrombissait avec l'intensité ardente du cœur d'un dragon. Marguerite ne ressentait absolument aucune terreur. Elle avait essuyé sa juste part de violentes tempêtes de neige par le passé. Elle était pleinement consciente que cette tempête brutale finirait par se calmer. La veuve attrapa simplement sa Bible usée, tira une chaise près du métal rayonnant et lut paisiblement ses écritures à la lueur d'une bougie. De temps à autre, elle descendait dans sa fosse souterraine et remontait une nouvelle brassée de bois. Sa trappe d'accès était partiellement enfouie sous une lourde congère, mais elle parvenait à la repousser et à l'ouvrir sans grande difficulté. Son bois demeurait dans une condition absolument irréprochable, sec comme un os, prêt à brûler et parfaitement fiable. Aux alentours de 5 heures du matin, le 10 janvier, elle entendit soudainement des coups frénétiques contre sa porte. Ce n'était pas les petits coups polis d'un voisin de passage, mais bien les frappes désespérées d'une personne vacillant sur le rebord de la tombe. Marguerite lutta pour forcer l'ouverture de la lourde porte, poussant farouchement contre les vents hurlants et la poudreuse tassée. Debout, juste là sur son porche, recouverte de la tête aux pieds, d'un givre épais tel un fantôme blafard, se tenait l'épouse de Thomas Beaulieu qui serrait fort ses 3 enfants contre elle. La pauvre femme était totalement incapable de prononcer le moindre mot. Sa bouche avait pris une teinte bleutée écœurante. Les petits gémissaient, mais ne versaient aucune larme, tout simplement parce que l'humidité gelait sur leurs joues avant même de pouvoir couler. Marguerite hissa immédiatement toute la famille à l'intérieur de sa cabane. Elle claqua l'épaisse porte en bois derrière eux. Elle les dépouilla rapidement de leurs vêtements raidis et incrustés de glace. Elle les emmitoufla tous fermement dans des courtes pointes chaudes et sèches, juste à côté de l'âtre crépitant. La veuve leur prépara un thé brûlant adouci avec une cuillerée de miel. Les gamins étaient secoués de spasmes violents, mais très progressivement, la chaleur intense et rayonnante de la pièce commença à insuffler la vie dans leur petit corps. Madame Beaulieu finit par dégeler suffisamment pour aligner une phrase. « Thomas fait tout son possible pour arriver jusqu'ici », balbutia-t-elle dans un murmure éraillé. « Notre poêle s'est complètement éteint. Mes bébés étaient en train de mourir de froid juste devant mes yeux. Je vous en supplie, aidez-nous. » Marguerite ne prit pas la peine d'offrir la moindre réassurance verbale. Elle marcha simplement tout droit vers son caveau souterrain, hissa une autre charge massive de bois et attisa furieusement les flammes jusqu'à ce qu'une chaleur profonde et pénétrante imprègne le moindre recoin de sa demeure. Environ 1 heure plus tard, Thomas Beaulieu passa la porte en trébuchant. Il avait bien failli périr en chemin.
L'homme s'était forcé à patauger sur près de 200 mètres à travers un blizzard qui avait déjà massacré des gaillards 2 fois plus robustes que lui. À l'instant même où il franchit le seuil, il s'effondra immédiatement sur ses rotules. Le bout de ses doigts avait déjà pris une terrifiante teinte noire, révélant les premiers stades d'une grave engelure. Marguerite submergea précipitamment ses mains dans une bassine d'eau tiède, évitant soigneusement toute eau bouillante, afin de prévenir des dommages nerveux irréversibles. Thomas sanglota ouvertement. Il ne pleurait pas à cause de l'atroce douleur physique, mais plutôt en raison d'un sentiment écrasant d'humiliation absolue. « Vous aviez raison depuis le début », ne cessait-il de murmurer à travers ses larmes. « Mon Dieu, vous aviez entièrement raison. » Un bond jusqu'à 8 heures du matin et l'abbé Augustin Mercier fit finalement son apparition, se frayant un chemin littéralement en rampant à travers les congères. Il avait complètement perdu la capacité de se tenir debout. Il crachait violemment de minuscules taches de sang. Marguerite le traîna près de la chaleur rayonnante du poêle et le força à avaler un bouillon fumant. Augustin finit par regagner juste assez de lucidité pour la regarder droit dans les yeux. « Je vous prie de pardonner mon arrogance », implora-t-il. Marguerite secoua simplement la tête en guise de réponse. « Il n'y a absolument rien à pardonner, mon père. Juste quelques leçons difficiles que nous devions tous retenir. » Vers 10 heures du matin, le capitaine Moreau se traîna enfin sur son Porsche. Il soutenait physiquement 2 fermiers voisins sur lesquels il était tombé par hasard en errant dans le blanc absolu. Le toit entier de Moreau s'était effondré sous les congères massives. Ces 3 hommes endurcis oscillaient dangereusement au bord d'une hypothermie fatale. Marguerite les accueillit absolument tous à l'intérieur. Sa minuscule cabane, sans prétention, une structure que le reste du village avait auparavant tournée en dérision, la jugeant complètement pathétique, offrait actuellement un abri salvateur à 14 âmes glacées. Et strictement grâce à une fosse enfouie et remplie à ras-bord de bûches parfaitement sèches, tous sans exception survécurent pour voir le jour suivant. Le blizzard déchaîné matraqua la région pendant 3 jours ininterrompus. Cela représentait 72 heures angoissantes de bourrasques hurlantes, de poudreuses aveuglantes et d'un gel véritablement mortel. La température la plus basse jamais enregistrée chuta aux alentours de moins 45 degrés Celsius. À travers l'ensemble du canton, un total de 17 habitants moururent tragiquement de froid. 53 têtes de bétail furent perdues à cause de la glace. Un nombre incalculable de beaux chevaux et de porcs périrent tout simplement dans leurs enclos. 5 fermes distinctes s'effondrèrent littéralement sous la pression. Cependant, à l'intérieur de la demeure douillette de Marguerite Lemaire, pas une seule âme ne trépassa. Personne ne subit d'engelure permanente et invalidante. Nul ne souffrit d'une faim tenaillante ou d'un manque de chaleur profond et réconfortante. Une fois que le soleil hivernal perça enfin les nuages, le paysage entier avait l'air totalement extraterrestre. Les amoncellements, fraîchement tassés, atteignaient facilement la taille d'un homme adulte. Les grands arbres ployaient entièrement, ressemblant fort à des arcs bandés à l'extrême. Le bourg de Val-de-Mout s'apparentait étrangement à un cimetière sinistre et d'une blancheur aveuglante. Néanmoins, s'échappant droit de la cheminée de Marguerite, un ruban de fumée régulier et ininterrompu s'élevait vers le ciel. Une fumée incroyablement pure, la fumée distincte, à l'odeur douce, d'un bois séché à la perfection. Les 14 individus secourus défilèrent lentement sur son porche dans un silence total. Ils fixèrent du regard la contrée complètement ravagée. Ils se retournèrent pour contempler la masure incroyablement modeste qui les avait magiquement maintenus en vie. Ils croisèrent le regard de la veuve de 52 ans qui avait obstinément ignoré leurs moqueries incessantes. Thomas Beaulieu se trouva être le tout premier à rompre ce lourd silence. « Madame Lemaire, grinça-t-il, la voix brisée par l'émotion, combien cela me coûterait-il exactement de vous engager pour m'apprendre à creuser une de ces fosses souterraines ?» Marguerite esquissa un sourire incroyablement las. « Cela ne vous coûtera pas un seul centime, monsieur Beaulieu. La véritable connaissance n'est pas une marchandise destinée à être troquée. Elle est strictement destinée à être transmise. » Au cours des mois qui suivirent, alors que le Haut-Doubs se relevait péniblement du grand blizzard, un profond changement prit racine à Val-de-Mout. Marguerite consacrait ses fins d'après-midi à instruire activement quiconque acceptait de s'asseoir et d'écouter. Elle déployait ses esquisses rudimentaires tracées par son grand-père. Elle leur expliquait la physique incroyablement basique entourant les couches de température naturellement stables et non gélives de la Terre. Elle les guidait activement sur la manière de calculer avec précision la profondeur de creusement idéale, la superficie totale adéquate et les systèmes d'aération obligatoires. Pas une seule fois, elle ne réclama la moindre pièce de monnaie. Elle n'exigea jamais la moindre forme d'éloge public ou de gloire.
Elle légua simplement la sagesse qu'elle possédait, exactement de la même manière que ses aïeux l'avaient fait pendant d'innombrables générations avant elle. À l'arrivée de l'automne 1888, 7 maisonnées distinctes, à travers Val-de-Mout, avaient déjà creusé leurs propres caves à bois. Avançons jusqu'à l'automne 1889 et ce chiffre grimpa à 23. En atteignant 1890, la technique s'était activement propagée dans 3 cantons voisins. Les grands journaux de Besançon finirent par publier un vaste article de fond fièrement titré « La sagesse suisse sauve d'innombrables vies à travers le Doubs ». Un éminent professeur d'ingénierie originaire de l'université de Franche-Comté prit carrément le train jusqu'à Val-de-Mout dans le seul but d'examiner l'agencement structurel de Marguerite, publiant par la suite un article académique très estimé, détaillant le pur génie du stockage souterrain de combustible au milieu de climats brutaux et négatifs. Pourtant, Marguerite ne courut jamais après les feux des projecteurs. Elle continua de résider dans sa chaumière sans prétention, toute seule, s'occupant activement de son modeste potager durant les étés torrides et lisant tranquillement à côté de son âtre flamboyant tout au long des hivers glaciaux. Henri était tristement décédé, mais son esprit tenace survivait assurément à travers la détermination pure et inébranlable qu'elle avait réussi à déterrer au plus profond de sa propre âme. Ces 2 garçons finirent par revenir de l'ouest des Amériques en 1891, rentrant avec absolument 0 pépite d'or, mais chargés de tas de récits extravagants. Ils furent complètement sidérés de découvrir que leur propre mère s'était épanouie en une légende populaire absolue à travers toute la région. L'abbé Augustin Mercier ne se débarrassa tragiquement jamais de cette affreuse toux rauque. Il décéda malheureusement durant la saison glaciale de 1890. Cependant, juste avant de rendre son dernier souffle, il révisa activement son testament pour léguer une solide somme d'argent à Marguerite, agissant par profonde gratitude envers elle pour lui avoir sauvé la vie. La veuve choisit de dépenser ses fonds hérités pour acquérir une pile massive de manuels scolaires, les faisant immédiatement don à la minuscule école communale en y attachant une seule condition stricte. Une poignée de ces ouvrages devait absolument traiter de l'ingénierie traditionnelle du vieux monde et de la sagesse ancestrale transmise à travers diverses cultures mondiales. Thomas Beaulieu se transforma rapidement en le plus farouche défenseur de Marguerite. Il tira parti de son influence considérable en tant que principal fournisseur du bourg pour faire venir des bêches spécialisées et de l'équipement de creusement robuste, vendant activement ce matériel à prix coûtant à absolument toute ferme désireuse de se tailler son propre caveau souterrain. Le riche commerçant ne parvint jamais à se défaire de l'humiliation écrasante de cette soirée fatidique, une nuit où son compte en banque bien garni et son ego démesuré s'étaient avérés totalement inutiles pour maintenir sa progéniture en vie, alors que le savoir séculaire d'une veuve démunie y était parvenu avec brio. Le capitaine Moreau liquida promptement l'intégralité de son domaine et fuit vers l'ouest en direction de la Bourgogne. Il ne pouvait tout bonnement pas supporter de résider dans une communauté aussi soudée où sa vanité colossale avait été si brutalement et publiquement mise à nu. Juste avant d'atteler sa carriole pour de bon, il rendit une ultime visite à Marguerite. Le vétéran ne se fendit pas de grands discours. Il se contenta de murmurer « J'ai finalement compris que des années d'expérience, sans la moindre once d'humilité sincère, ne se résument à rien de plus qu'un vacarme inutile. » Marguerite offrit un signe de tête entendu. Et sur ce, le capitaine s'en alla, devenant un individu bien plus sage, mais indéniablement brisé. Marguerite Lemaire tint bon avec obstination jusqu'à l'âge vénérable de 79 ans. Elle s'éteignit incroyablement paisiblement dans son propre lit au cœur de l'hiver en 1915, reposant à l'intérieur d'une cabane merveilleusement douillette soutenue par une fosse souterraine débordante de bûches parfaitement sèches. Lors de ses funérailles, bien plus d'une centaine de personnes reconnaissantes se présentèrent pour lui rendre hommage, beaucoup ayant voyagé par le train depuis des communes éloignées. Absolument chaque personne endeuillée se faisait l'écho du même sentiment précis. Elle nous a activement prouvé à tous que survivre à un désastre n'est pas dicté par les richesses que l'on amasse, mais entièrement par le savoir que l'on porte dans son crâne. Et qui plus est, cette connaissance emmagasinée ne vaut absolument rien si l'on n'est pas sincèrement disposé à l'apprendre des gens les plus humbles et sans prétention qui nous entourent. Croyez-le ou non, son légendaire abri à bois est toujours intact aujourd'hui. Les terres environnantes ont changé de propriétaires à de nombreuses reprises au fil des décennies. Pourtant, chaque acheteur successif a activement préservé ce caveau souterrain comme un monument historique chéri. En 1972, la préfecture du Doubs a carrément scellé une lourde plaque de bronze sur le site, déclarant fièrement « Sur cet emplacement précis, Marguerite Lemaire a activement prouvé qu'une sagesse ancienne et vénérable peut aisément surpasser la technologie moderne, à condition qu'elle soit appliquée avec une profonde humilité et une précision exacte. »
Pourtant, le véritable héritage durable de Marguerite n'est pas gravé sur des morceaux de métal ou enfoui dans d'ennuyeux essais académiques. Il continue de vivre avec éclat au sein de chaque maisonnée qui a réussi à survivre à un gel brutal, tout simplement parce que quelqu'un, quelque part, a eu vent de son incroyable histoire et a finalement décidé qu'endurer les moqueries de ses voisins ignorants était un prix minuscule à payer pour maintenir ses proches en vie. Il continue de brûler ardemment au sein de chaque individu qui a un jour été traité de fou pour avoir emprunté un chemin non conventionnel, mais qui a obstinément continué d'avancer malgré tout. Des récits historiques tels que celui de Marguerite nous rappellent constamment qu'une humilité sincère et un œil avisé pour observer le monde naturel détiennent bien plus de valeur qu'un coffre rempli de pépites d'or. Ils servent de rappel brutal que les gens modestes, ceux suffisamment sages pour écouter activement leurs grands-parents et respecter les lois brutes de Mère Nature, discernent fréquemment les vérités vitales auxquelles l'élite arrogante reste totalement aveugle. Si ce conte incroyable de résilience montagnarde a fait écho au plus profond de votre âme, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton j'aime et à le partager avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'une voie alternative existe véritablement. Un chemin alternatif qui contourne complètement la richesse et la force brute, s'appuyant plutôt fortement sur la sagesse ancestrale, une patience tranquille et le courage silencieux et inébranlable nécessaire pour bâtir les structures mêmes que les masses rejettent comme étant impossibles. Parce que lorsque la poussière retombe enfin et que la tempête hurlante s'abat, le seul détail qui importe réellement n'est pas de savoir qui se vantait de posséder la plus belle demeure ou la remise la plus fraîchement peinte. La seule chose qui dicte qui vit et qui meurt est de savoir qui se trouve en possession de bois de chauffage parfaitement sec. Et, plus important encore, qui a possédé suffisamment d'humilité pour retenir cette leçon vitale bien avant qu'il ne s'avère beaucoup trop tard.